Et yo tout le monde, donc ici Vemaillé pour une nouvelle critique vidéo, donc 2 semaines après la sortie de ma critique sur Camelot 2. Et aujourd'hui j'ai fait la critique, d'ailleurs vous avez eu un petit avis du coup sur le film dont je vais vous parler aujourd'hui hier en short, donc vous savez à peu près de quoi je vais vous parlais. Et c'est une critique du coup d'un film que j'attends depuis au moins pas loin de 10 ans on va dire. Hein. C'est un film qui est pour moi c'était l'une des meilleures duologies qui existait au cinéma dans les années 2010. Là avec ce troisième film c'est une des meilleures trilogies, je peux pas vous mentir. Et c'est un film que j'attendais énormément depuis tellement longtemps. J'ai eu à des moments une perte d'espoir de est-ce qu'il y aura un troisième film. Un peu comme qu'on a actuellement d'ailleurs avec Amazing Spider-Man 2, où on s'attend toujours à ce qu'un jour il y ait un troisième film, depuis que du coup Andrew Garfield est revenu dans No Way Home, ou même un Spider-Man 4 avec Tommy Holland depuis qu'il est revenu dans No Way Home. C'est des attentes, on se pose la question si ça arrivera un jour dans notre vie. Et là, je me suis posé la question pour ce film si ça allait un jour revenir. Et on va dire que du coup, bien, c'est revenu, et on est plutôt content d'ailleurs de les retrouver. C'est ces personnages de ce film-là. Un film qui touche une passion dont j'ai jamais parlé d'ailleurs, donc la magie. Donc bien sûr, ça va dire ça réduit le champ des possibles de tous les films dont on va parler. Je suis un énorme fan de magie. Il y a un temps, j'étais un énorme fan. Là, ça s'est calmé un peu, mais je suis un bon fan de magie quand même. Et donc, en voyant ce film-là, j'étais content de retrouver ce côté nostalgique de ma vie. Pas seulement de ma vie, parce que c'est aussi un côté nostalgique des années 2010 où j'ai pu voir ces deux films-là qui m'ont beaucoup marqué et qui continuent de me marquer par moments. On va dire du coup que le troisième film me marque aussi depuis peu, puisque je l'ai vu hier, donc le 13 novembre 2025, et qu'il est sorti lui le 12 novembre 2025 en France. Et c'est un film du coup de Lionsgate, qui est du coup la digne suite des deux derniers films qui existent sur ce thème-là. Je parle bien sûr du coup de Insaisissable 3, en anglais Now You See Me, Now You Don't, avec le retour du casting original, c'est-à-dire Jesse Eisenberg, Isla Fisher, c'est Dave Franco, si je ne me trompe pas, c'est Dave Franco et James Franco, Woody Harrelson, Leslie Kaplan, Morgan Freeman, Mark Ruffalo, donc tous ces gros noms-là qui sont rejoints par des nouveaux petits noms qui en fait ne sont pas si petits ça. Donc le retour des 4 cavaliers. Donc c'est le côté très nostalgique de ce film-là. Bon, bien sûr, vous avez tout compris que j'avais fait un critique avec spoil. Je le dis plus maintenant parce que on le sait tous que c'est une critique avec spoil, c'est devenu le but de ma chaîne. Et donc c'est là un film, un 6-3 que j'attendais depuis tellement longtemps et je suis hyper fier de l'avoir vu au cinéma. C'est l'un des possibles meilleurs films que j'ai vu de l'année. Et on va pas se mentir que on va commencer par parler un peu déjà de l'histoire, parce qu'un film de magie qui est une suite de tours sans, sans explication d'intrigue, c'est pas intéressant. Alors, c'est en fait des jeunes, un groupe de 3 jeunes, qui sont hyper fans des 4 cavaliers et qui tentent de sauver le monde, de rendre ce monde meilleur comme les 4 cavaliers le font d'habitude. Je le faisais dans le 1 et dans le 2 d'ailleurs. Et qui ensuite vont leur faire leur rencontre et qui vont essayer de voler le bijou d'une méchante qui d'ailleurs pour cette fois-ci n'est pas liée au méchant du 1 ou du 2, puisqu'on se rappelle que le méchant du 1 et du 2 étaient très liés, puisque c'était le père et fils. Là c'est pas du tout le cas, et qui serait en fait une fille de nazi et qui aurait battu sa richesse là-dessus et qui fait plein de conneries grâce à sa richesse. Et donc c'est le but de voler son bijou à elle. Et qui vont du coup avoir l'aide des cavaliers, avoir besoin d'aide des cavaliers qui vont se faire aussi emprisonner. Donc c'est ça l'intrigue du truc. Et on va avoir un dénouement comme on a d'ailleurs dans les 1 et 2, donc ils sont assez étonnants. Donc maintenant on va parler des personnages. Bon, on va commencer par parler du coup des 4 cavaliers. Pour l'instant, on va dire que c'est l'idée de l'Insaisissable 2, donc les 4 cavaliers, c'est-à-dire du coup Atlas, joué par Jesse Eisenberg, Hedley Reeves, joué par Isla Fisher, Jack Wilder, joué par Dave Franco, et Merritt McKinney, joué par Woody Harrelson. Donc c'est 4 cavaliers qui sont réunis grâce à, du coup, à ce qui semble avoir... ils ont tous été réunis parce qu'ils ont tous eu une carte de magie qui leur dit allez aider le trio là de nouveau. Et en fait, on va dire que le premier à faire son arrivée, c'était Atlas. Hein. C'est Atlas, le chef de la bande, qui lui a retrouvé cette carte, qui va retrouver l'endroit où vivent les jeunes. D'ailleurs, c'était un petit clin d'œil assez intéressant, puisqu'en fait, ils vivent dans une sorte
d'endroits qui ressemblent énormément à l'endroit où on pouvait retrouver Atlas dans les précédents films. Donc c'est un bon clin d'œil, on va pas se mentir, au précédent film. Qui va du coup aller recruter les trois, leur dire bah voilà, l'œil m'a demandé de voler ce bijou, donc le diamant cœur comme il s'appelle, et on va aller le faire. Et du coup, ils vont tous le faire, mais ils vont se rendre compte qu'à un moment donné, ils vont se faire piéger. Et c'est là où on va arriver, du coup, les trois autres cavaliers, c'est-à-dire du coup Henley, Jack et Merritt, qui vont tous faire une démonstration de force. Donc, c'est-à-dire Jack avec ses cartes qu'il manie comme un roi. Henley, qui en fait va en fait pas vraiment montrer son étendue, parce qu'il va juste frapper des gens. Et bien sûr, Merritt qui va leur sauver la vie en hypnotisant grâce du coup à son don de médium. De mentaliste, du coup les gardes. Ils vont tous se retrouver, dire ah bah c'est bien, on s'est retrouvés, ça fait un bon moment qu'on s'était pas vu, ça fait peut-être 10 ans, on a tous eu une vie, elle a des enfants, moi maintenant Jack je suis plus avec Lula malheureusement, parce que oui on se rappelle dans le deuxième film ils ont fini ensemble, mais je suis dans une croisière, je fais de la magie pour une croisière, voilà, j'ai un petit spectacle à moi, et Merritt il se saoule parce qu'il a l'habitude de faire ça, il a toujours eu l'habitude de se saouler au Mexique. Et ils vont se dire, bah maintenant qu'on s'est vu, on n'a plus vraiment envie de se voir, on s'en fout de vous. On n'a plus besoin de ça, on a vu qu'il y avait des jeunes, c'est bien. Ils nous ont volé nos tours, c'est bien, mais maintenant, nous c'est le passé, à vous de faire le futur. Donc ce côté-là, assez intéressant, où en fait ils vont tous se dire, bah, on veut plus se voir. Et c'est là où les jeunes vont être là, surtout l'un des jeunes, leur dire, bah, attendez quand même, vous êtes tous ensemble, on a besoin de vous, on a fait un des meilleurs coups ensemble, il faut qu'on continue maintenant. L'œil vous a demandé de nous a réunis, c'est pas pour rien. Enfin, l'œil, on va parler en quelque sorte de pourquoi c'est pas vraiment l'œil, mais c'est l'œil, on va dire. Voilà. Et du coup, ils vont tous être là à se dire bon, bah, ok, on va aller ensemble et tant mieux, on va continuer notre aventure ensemble. Jusqu'à ce que, au fur et à mesure du temps, d'ailleurs, on va parler un peu des 4 cavaliers qui vont en fait, chacun, sauf Merritt, être avec un des jeunes. Et ce côté où en fait, du coup, les jeunes vont permettre aux anciens de montrer leur talent et aussi d'évoluer, tout en les anciens vont permettre aux jeunes d'évoluer. Cette dynamique de jeunes anciens qui s'entendent pas vraiment au début, qui en fait, au fur et à mesure du temps, vont montrer leur étendue, se faire confiance tous, c'est une bonne nouvelle. C'est le côté très réaliste qui fonctionne très bien dans ce film. Je sais que beaucoup de gens ont trouvé ça très cliché, mais moi, c'est le but, je trouve, du film. Puis la magie, c'est déjà cliché, donc je trouve que ça va dans l'ambiance. Et voilà, on parlait du coup des 4 cavaliers. Et en fait, on se rappelle dans les 4 cavaliers, dans le 2, ils sont pas vraiment 4 avec les mêmes que le 1. Et on se rappelle du coup de Lula, joué par Leslie Kaplan, qui était dans le 2, qui a remplacé du coup elle. On se pose la question de où elle est. Et ben en fait, elle va être très utile à l'intrigue, puisqu'à un moment donné, ils vont se faire emprisonner par du coup les Français qui sont liés à la méchante, parce qu'elle a des comptes, ils ont des comptes à lui rendre. Et il faut quelqu'un pour les sauver. Et bien sûr, on sait tous que Lula est forte là-dedans. Donc elle va arriver, elle va les sauver. Et c'est là où les 4 cavaliers vont devenir les 5 cavaliers. En expliquant qu'en fait, Henley et Lula se connaissent déjà. Hein, parce que, comme elles le disent, il y a très très peu dans le monde de femmes magiciennes. Hein. Et d'ailleurs, du coup, avec les jeunes, ils sont 3. Et c'est impressionnant parce que c'est presque impossible que ça existe. Donc, on est là à se dire, ouais, en fait, c'est normal que ça se comprend. C'est une explication assez rapide, mais pas déconnante non plus et pas débile. On comprend l'idée, et c'est une bonne idée d'ailleurs. Hein. Et on va voir d'ailleurs au fur et à mesure du temps que du coup Lula et Jack, au fur et à mesure du temps, se rendent compte qu'ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre. En se revoyant, ça se rabiboche, les sentiments reviennent. Pour qu'à la fin du film, les deux s'embrassent, se disent ouais en fait on continue de s'aimer, on ne sait même pas pourquoi on s'est quitté. En fait tout ce qu'on s'est dit, tout ce que les disputes qu'on a fait, c'était parce qu'on était trop arrogants, que ça allait pas du tout, et que maintenant qu'on s'est retrouvés, on veut plus se perdre. Et c'est un peu l'idée aussi des 4 cavaliers qui vont plus jamais se perdre, les 5 cavaliers vont rester ensemble même à la fin du film avec les jeunes. Les jeunes, on va parler d'ailleurs maintenant. On va commencer d'ailleurs par l'un des jeunes qui semble être le chef de la bande, un peu arrogant comme Atlas, donc il s'appelle Bosco, même Bosco, les victimes ne sont pas. Joué par Dominique, c'est ça, qui n'a d'ailleurs pas vraiment eu de rôle marquant au cinéma actuellement, qui est censé faire dans pas longtemps un biopic sur un chef, mais qui n'est pas très reconnu et qui en fait est un jeune qui est maître d'illusion, c'est-à-dire que il va, et toute son équipe à lui vont monter pour la première scène du film une illusion où en fait il y a les 4 cavaliers et qui vont choisir quelqu'un, dont lui d'ailleurs, et qui vont ensuite entrer en lui pour choper des téléphones en or d'un mec pour rendre de l'argent à des gens. Et l'illusion fonctionne bien, et lui en fait va du coup faire semblant, toute cette illusion, d'être Atlas à un moment donné, qui va prendre la possession de son corps, puis après Merritt, puis après Henley.
Une illusion qui est plutôt bien, un mec qui est assez arrogant, qui a du mal à accepter qu'Atlas est là, il se dit bah ouais, bon, maintenant que vous êtes vieux, laissez passer la jeunesse, et qui va finir par comprendre qu'il a besoin des autres, mais qui aime pas vraiment ce côté-là de putain, mais pourquoi ils sont là, eux, j'ai pas besoin d'eux, moi je suis Bosco, on a mon équipe à moi, maintenant on est les nouveaux, on va faire ce qu'on doit faire, et même sans vous on peut le faire. Qui a du mal du coup à accepter les anciens cavaliers, qui est pas le plus grand fan de magie, c'est l'impression que ça nous donne. C'est donc le chef, on va dire, de la bande qui est présent de nouveau trio, qui est ensuite accompagné d'une jeune femme du coup qui s'appelle June. Je crois qu'on a son famille, j'ai oublié son nom de famille, et qui est joué par Arina Glibat, qu'on a pu voir en jeune Gamora dans Avengers Endgame et dans d'autres films d'ailleurs, qui est maintenant d'ailleurs à la vingtaine. Et qui en fait est une sorte de pickpocket, donc c'est elle qui va voler les bijoux, les trucs en or et tout du mec, le téléphone en or, tout son argent, et qui va faire croire qu'en fait c'est une illusion. Et qui a une idée du film, c'est en fait au début elle dit j'aimerais bien tenter les illusions comme tu fais Bosco, j'aimerais bien pouvoir imiter les voix, et ça va être un peu l'intrigue du film. En fait elle, en tant que pickpocket, bon déjà elle va avoir une sorte de dualité avec Jack parce que les deux sont connus pour être des pickpockets. Elle, plus récente, va comprendre plus facilement les nouveaux mécanismes grâce au escape game, grâce au réseau, grâce à plein de choses que les anciens n'utilisaient pas. Après bon, on va pas se mentir, 2016, 2013, il y a déjà la technologie, il n'y avait pas autant de technologie, il n'y avait pas les escape games, il n'y avait pas l'IA, il y a plein de choses qu'il n'y avait pas, mais qui sont là quand même. Donc la nouveauté et un bon duel qui en fait va finir par se lier ensemble et qui vont être complémentaires. Et à la fin du film, elle va imiter la voix du coup de la méchante pour aider l'équipe. Et donc c'est là où tu te dis, elle a réussi à évoluer. On ne voit pas vraiment l'évolution au fur et à mesure du temps, mais elle a évolué, elle s'attache à beaucoup de gens. À Mérite, elle est énormément attachée. Elle est énormément attachée aussi à Dave. Elle commence à s'attacher énormément aux cavaliers dans ce film. Tout comme, en fait, Bosco, on va se rendre compte qu'à un moment donné, il s'attache un peu aux autres, hein, parce qu'il est là, ah ouais, quand même, on va voir, il y a eu des morts, ça me fait chier un peu, ouais. Donc il commence à tout s'attacher. Et le dernier de la bande, c'est quand même Charlie, joué par Justice Smith, qui est en fait l'inventeur, qui est toujours caché, qui ne fait rarement rien, qui est un grand fan de magie, il fait tout ça pour être le plus grand fan de magie au monde, mais qui est toujours dans le, comment dire, dans le derrière de la scène, on ne le voit jamais. D'ailleurs, il y a eu une discussion à un moment donné avec Henley qui me dit, mais toi, pourquoi on ne voit jamais, t'es toujours caché, t'as peur, tu veux pas te montrer, t'aimes bien être caché, mais pourquoi? Et c'est des questions qu'on se pose au fur et à mesure du film, et on sait jamais vraiment pourquoi. Moi, je me suis toujours dit, bah, c'est parce que il aime bien être en fait, il est juste le mec, il connaît tous les tours, mais il a pas envie de se montrer. Il est très timide, donc ouais, il n'y a pas vraiment de lien, j'ai pas vraiment compris pourquoi. Et en fait, c'est un lien par la suite. C'est d'ailleurs un autre lien, puisqu'ils m'ont trouvé dans un château de France de l'œil, où lui il va dire attendez, elle est nazie, du coup elle avait une gouvernante, sa mère s'est tuée parce qu'elle a appris que son père il l'avait trouvé avec la gouvernante, qui ont eu un gosse, les deux sont morts, et du coup c'est un peu lié et tout. Par la suite, on va se dire ah, mais pourquoi il parle de ça et pourquoi lui il sait ça? Donc en fait, on se rend compte à la fin, et c'est d'ailleurs le dénouement qui pour moi fait sens. Comme le 1 où on a découvert du coup que Dylan était en fait personne du FBI mais qui était en fait un membre de l'œil, ou encore que le méchant du 2 était en fait du coup le fils de Arthur Tressier, donc le méchant du 1. C'est des grands dénouements auxquels on s'attend pas, et dans celui-là on s'attendait pas vraiment, et encore moins que en fait Charlie soit Charlie Vandenberg, donc en fait le frère de la méchante, le fils de la gouvernante qu'elle a essayé de tuer, qui en fait est présent et encore en vie. Et en fait il a tout monté, c'est lui qui a créé les cartes pour l'œil, c'est lui qui a du coup mis la carte dans le château qu'ils doivent retrouver pour leur dire bah faut faire ça. C'est lui qui a été le cerveau de la bande, le cerveau de tout le film. En fait c'est tout lui qui a lancé, qui a fait croire que c'était l'œil. Il joue très bien la comédie du style, ils sont arrivés à Anvers, il parle du diamant cœur à la place et il dit ah mais on va voler ça, je savais même pas que c'était là, c'est quoi ça, je connais même pas. Alors qu'on sait très bien qu'il connaît tout, parce qu'il connaît Fortune Vanderberg parce qu'il a vécu avec ça. Et il va avoir beaucoup d'écho à ça. Puis par exemple aussi il y a une scène à la fin où dans le château, ils avaient trouvé un tour qui s'appelle la balle dans la dent, où en fait quelqu'un tire et du coup en fait ça arrive dans la dent. La méchante va croire qu'elle l'a tué, il va tomber à terre, elle va essayer de récupérer le diamant, il va se relever, il a la balle dans la dent, il va dire bah voilà, ce tour existe et je l'ai fait. Donc il y a plein d'échos grâce à lui. Et ce personnage du coup de Charlie est très intéressant parce que en fait quand Atlas disait qu'il connaissait à peu près tout le trio, il connaissait beaucoup la vie de Bosco, beaucoup la vie de June, et en fait lui il connaissait rien. Il a dit t'es orphelin, t'as vécu de foyer en foyer, mais on sait pas pourquoi t'es orphelin, on sait rien de toi, on sait même pas son nom de famille. Pour qu'à la fin le dénouement soit en fait je suis Charlie Vanderberg, je suis son frère, qu'elle croyait mort,
et je suis du coup les dignes héritiers de la famille Vanderberg, et je vais faire en sorte que tout l'héritage des Vanderberg, tout leur argent sale, sera redistribué au monde entier, et que tous les marchands d'armes, marchands méchants, personnes, les horribles personnes qui vont vouloir les acheter, soient chopés par la justice, et que tout soit rendu dans un monde meilleur. C'est donc à peu près tout pour le personnage, même s'il y a encore de la nostalgie, puisqu'il reste deux personnages. C'est-à-dire Morgan Freeman qui joue Thaddeus et Mark Ruffalo qui joue Dylan Shark. Donc Thaddeus est en fait un personnage qui va aussi recevoir une carte de l'œil, qui va se trouver dans le château en France, et qui va leur dire eh ben les gars, je suis là, l'œil existe, les jeunes, vous avez vu le château qui existe, vous avez des choses à faire, l'œil m'a dit il fallait que je prépare votre château pour votre arrivée, il faut que je fasse un truc pour vous, que je vous aide. D'ailleurs, elle va te trouver dans une vitre sans teint, en fait, c'est une vitre qui disparaît et le mec est plus dans la vitre, même quand tu vas en dessous de la vitre, il est plus là. Sauf que malheureusement, un des flics va tirer à travers la vitre, il va se prendre la balle, et donc malheureusement, Thaddeus va mourir. Dans une scène assez triste parce que du coup, Henley ne savait même pas. Elle avait revu Thaddeus après plus de 10 ans, elle le voit, il meurt malheureusement, elle ne savait même pas qu'il l'a vu très peu de temps, elle est très triste parce qu'elle était très liée à lui, sauf que Atlas, mais ils doivent s'enfuir parce que les flics la cherchent. Et donc, malheureusement, c'est une mort qui est assez triste, et donc il fallait bien une mort dans ce film, et donc il en fait partie. Cette nostalgie qui part en fumée du coup. Et d'ailleurs, petit point doublage, ça avait fait changer puisque Benoît Alman a changé. Et, c'est surtout que c'est pas qu'il a changé, Benoît Alman est mort malheureusement. Donc ça avait fait changer, c'est un nouveau doubleur qui fait plus jeune, mais on va dire que c'est pas très déconnant, c'est pas le truc qui m'a le plus surpris. Même si sa VF ultime, donc qu'on connaissait tous, a énormément changé, c'est pas la VF la plus horrible qu'ils auraient pu choisir. Moi ça m'a pas non plus énormément marqué, c'est pas le truc qui m'a sorti du film. Et donc quand on parlait de Thaddeus, on parle aussi de Dylan qui est en fait une sorte de caméo, hein. C'est-à-dire le mec qui arrive à la fin. Du coup, l'ascenseur de leur endroit, parce que tous vont se retrouver pour former du coup les 5 plus 3, donc les 8 cavaliers maintenant, ils sont 8. Et ils vont se retrouver dans cette sorte de cet endroit où ils sont tous dans le sorte de hangar en hauteur, enfin c'est pas un hangar du coup, c'est une sorte de studio mais sans rien. Et l'ascenseur va ouvrir, et ils vont tous avoir du coup une porte à échapper qui ressemble beaucoup à la part de Lei. Du coup, ils vont essayer. Dave, enfin surtout Jack veut essayer parce que du coup, il a compris maintenant comment fallait faire grâce à John. Donc il l'ouvre, et en fait, c'est un message de Dylan qui leur dit maintenant, je suis là, je suis de retour. Vous croyez tous que j'étais en tôle? En fait, je l'ai jamais été. Hein. Encore un moment. Enfin, ou même si je le suis, j'ai trouvé une solution pour vous contacter. Donc, je suis content de vous retrouver à tous. Vous, les jeunes qui avez volé, ça me fait un peu chier, mais bon, vous allez vous en tirer facilement parce que l'œil vous dit bienvenue, donc bienvenue dans l'œil. Et maintenant, quel est le prochain tour? Parce que oui, il semble teaser une suite, parce qu'il faut pas oublier un truc dans la magie, c'est que la magie s'arrête jamais, et ça c'est un très bon point, et j'espère d'ailleurs que ce troisième film relancera la saga, parce que j'ai hâte d'un quatrième film, et j'aimerais tellement que le quatrième film soit dans 2 ans, que l'on n'attende pas encore tout 10 ans, parce que contrairement à un Top Gun 3, à un John Wick 6 ou un 5, où il n'y a pas d'intérêt, moi Insaisissable c'est des sortes de films où tu peux continuer toute ta vie, c'est pas grave. Parce que la magie ne s'arrête jamais, et c'est un truc qui fonctionne très bien dans ce film là. C'est pas un truc qui va me gêner d'avoir des Insaissables 10 avec une nouvelle génération. Des Insaissables peut-être pas 10 mais jusqu'à 5 ça me gênerait pas. Parce que ça change bien et c'est une bonne idée. Et maintenant qu'on a parlé à peu près de tous les personnages héros, on va parler maintenant de la méchante. Donc Veronica Vanderberg, jouée par Rosamund Pike, qui est donc la fille d'un célèbre milliardaire qui a blanchi son argent et qui a fait une fortune sur le dos des nazis. Et on va dire que en fait tu dis ouais, elle a juste de l'argent, madame a de l'argent, elle veut s'en servir, elle est un peu pourrie, et elle connaît un peu la magie parce que son père était grand fan de magie. Il a un tour qui lui permet, qu'elle aurait voulu permettre de s'approcher de son père qui est toujours au travail, et en fait du coup non. Et elle dit qu'elle déteste la magie depuis ce jour-là. Qui en fait veut aussi effacer le passé, c'est-à-dire que quand sa mère s'est suicidée par honte, parce qu'elle a appris que son père l'avait trompé avec la gouvernante, elle a essayé de tuer la gouvernante et son fils. Sauf que en faisant l'accident, elles étaient là, ils ont réussi à s'échapper, lui a réussi à s'échapper, pas vraiment la mère, j'ai l'impression. Et elle était là à dire putain, en fait il s'est échappé. Et, ce côté où en fait t'as pas l'impression que c'est une grosse méchante, à voir que c'est juste une riche qui arrogante, qui connaît les 4 cavaliers, qui a voulu les emprisonner dans une boîte en plexiglas remplie d'eau avec du sable. Un jour qui est connu pour beaucoup de magiciens, ils étaient là, surtout avec du sable, ils étaient là en fait avec de l'eau sur du sable, ça va alourdir le sable, ça va casser le plexi, sauf que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a trop d'eau.
Et donc, Henley, qui maintenant a une bague dans parce qu'elle est mariée, va du coup frapper cette perspective grâce à ça et s'échapper grâce à ça. Donc tu te dis, en fait, elle essaye de les tendre un piège, mais c'est elle qui se fait toujours tendre un piège, puisque à la fin, grâce à Charlie, en fait, elle croit qu'elle va dans un ascenseur, mais non. Elle croit que, en fait, elle a son chauffeur taxi, mais en fait, c'est pas son chauffeur taxi, c'est lui. En fait, elle a jamais été bougée. Elle a cru qu'elle avait fait une tempête de sable, qu'elle était partie dans un ascenseur en Arabie Saoudite sous 12 étages pour aller choper. Du coup, le diamant, là où tout s'est caché ses trésors, où elle va le rencontrer du coup ce mystérieux méchant pour elle qui est au téléphone et qui lui dit je fais pas partie des cavaliers en fait, pourquoi je fais partie des cavaliers si je te demande de récupérer le diamant. En fait, c'est Charlie. Et en fait, elle se rend compte aussi que son pistolet qu'elle a chargé, c'est un pistolet que Bosco avait fait en sorte que ce soit des balles, je sais pas blanc, mais qu'elle fait en sorte que du coup ça ne tue pas Charlie. Donc en fait, tout est un montage et elle se fait piéger à la fin en pensant piéger tout le monde. Et c'est un truc assez cool. Un méchant bien piégé par la magie, donc c'est l'idée de la magie qui piège facilement, même si les héros peuvent se faire piéger aussi. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur les personnages qui sont très intéressants. Maintenant, on va parler du coup déjà de l'action. On va dire que c'est un film qui en fait est un concentré de tours qui fonctionne hyper bien, qui est lié du coup au goût du jour, parce que du coup le premier c'est avec de l'illusion, avec des caméras, plein de choses, donc c'est très au goût du jour. Et ça a d'ailleurs été réutilisé pour la fin aussi. Où les jeunes vont du coup être les plus mis en avant dans le premier, à la fin et au début, donc c'est bien, du coup c'est une sorte de boucle qui est bouclée, et qui vont être là à dire maintenant que nous on est bouclé, donc qu'on a la gloire, Charlie maintenant qui a le plus grand gloire, qui est du coup le héros qui maintenant se dévoile au public, il est là à dire voilà les 5 cavaliers avec qui je vais bosser maintenant. C'est pas n'importe qui, et maintenant on est tous ensemble. Et d'ailleurs, à la fin, quand Dylan, le grand de est là, il leur dit, il leur parle, c'est lui et Atlas qui disent c'est quoi la suite. Parce que c'est les deux chefs de la bande maintenant. On pensait que c'était Bosco le chef de la bande, en fait ça a toujours été lui, mais il ne voulait pas le montrer, et c'était Bosco qui était là à avoir le devant de la scène, parce que lui ça ne gênait pas. Mais niveau action, ouais, c'est un concentré d'action. Moi, l'action que j'ai le plus reconnue dans les Insaisissables, c'est le deuxième film, avec la carte quand ils sont fouillés. Là, niveau action, on a du coup, à la fin, quand les flics sont en train de les chercher, à un moment donné, ils sont dans des pièces. Par exemple, il faut retourner un tableau parce que c'est une pièce à l'envers pour être à l'endroit. Du coup, il y a des endroits assez cool. La scène d'action dans du coup, tout quand le glace en verre est assez intéressante. C'est des très bonnes scènes d'action qui sont très au goût du jour, qui fonctionnent très bien, qui ont évolué au fur et à mesure du temps, donc fonctionnent plutôt bien et qui marchent du coup dans l'imaginaire collectif. Et qui m'ont énormément plu. J'allais dire c'est un concept d'action, mais c'est pas que ça, donc heureusement, parce que c'est un concept d'action avec une très bonne intrigue, du coup avec cette méchante là, et qui servent à l'histoire. C'est pas juste des tours de magie qui font l'action, ils sont là, non, ça sert énormément à la magie, énormément à l'action et à l'histoire. Donc c'est bien amené, et c'est surtout bien amené parce que c'est accompagné de plein de choses très importantes dans un montage d'un film. Bon, déjà, niveau soundtrack, le son est magnifique. On ne s'y perd jamais, c'est pas un son qui, comme d'autres films on peut le faire, comme j'ai pu le dire, qui desservent à l'histoire, mais qui plutôt sert à l'histoire, qui l'embellissent, qui permettent du coup d'accentuer le suspense, d'accentuer les dévoilements, d'accentuer la magie, d'accentuer toute l'histoire. Et du coup c'est une très bonne soundtrack avec quelques morceaux qui sont très récents et qui sont très pop récents de nos jours, qui fonctionnent plutôt bien avec du coup cette action là et cette intrigue. Donc c'est un truc qui est très au goût du jour, que ce soit dans l'action ou même dans la soundtrack, mais aussi du coup dans les décors, puisqu'en fait on a des décors où à un moment donné ils sont à Abu Dhabi pour la F1, parce qu'elle a une écurie de F1 elle aussi, où c'est de très beaux décors, même les décors de la magie, tous les décors sont très jolis. Même à un moment donné ils sont à Anvers en Belgique, c'est très joli, même en France au château de Roussillon je crois, c'est magnifique. Et donc les décors sont un bon point du film, qui sont du coup bien accompagnés du coup de l'action et de la musique. Et quand on parle de technique, on parle aussi du coup de montage. Et la technique du film est impressionnante. C'est-à-dire que j'ai vu aucun. Le montage est bien amené, qui suit bien l'action, qui suit bien la soundtrack, qui suit bien tout. Donc c'est un très très bon montage. Et niveau technique, en fait, j'ai rien à dire. Presque pour moi, c'est c'est même du sans faute. C'est une technique sans faute du coup de ce film Insaisissable 3. Et donc c'est là où je vais vous amener à ma note. Puisque j'ai pu le dire du coup dans mon petit short et dans la vidéo TikTok que je vous ai faite hier, c'est pour moi l'un des premiers 5 sur 5 de mon année, un premier 20 sur 20 de mon année, je vois rien à redire. C'est le film parfait.
pour continuer, pour du coup clôturer pour l'instant, même si j'espère que c'est pas la clôture de la trilogie, une trilogie qui pour moi a toujours été parfaite, avec toujours de la technique énormément bien faite, et en fait un tour a toujours bien monté, et là avec le montage, avec le décor, ça c'est juste tout se lit, et donc c'est pour ça que je ne peux que vous conseiller d'aller voir Insaisissable 3, surtout si vous êtes fan des deux premiers et de Magie, au cinéma. Je vous assurerai d'un truc, et je suis d'ailleurs toujours présent pour en discuter avec vous dans les commentaires, sur mes serveurs Discord, plein d'endroits. Moi, j'ai pas regretté. Et je pense que, en tant que quelqu'un qui bosse au cinéma, si on me pose la question, quand je vais vendre des billets d'un film où je suis sûr que personne n'en regrettera, ça sera Insaisissable 3. Je suis sûr et certain que si je vous dis que vous n'allez pas regretter, vous n'allez pas regretter. Pour moi, c'est un film impossible à regretter de voir au cinéma. Donc, c'était bien sûr Vémaillé pour une nouvelle critique sur le magnifique film Insaisissable 3, qui est donc la digne succession des deux premiers, et que j'attendais et que je suis pas déçu du tout, et je suis sûr et certain que vous n'allez pas être déçus. C'était donc Vémaillé pour une nouvelle critique, et ciao tout le monde!